Donc, un peu le but de ce topo sur la classe ouvrière aujourd'hui. Ouais. Le but de ce topo sur la classe ouvrière aujourd'hui, une classe toujours révolutionnaire, point d'exclamation, le titre, c'est viser à donner des éléments sur la classe ouvrière, sa configuration, ses tendances, des observations qu'on peut faire dessus sans viser forcément l'exhaustivité. Peut-être vous vous rapprochez si vous n'entendez pas, mais de répondre un peu à des objections qu'on peut faire sur la classe ouvrière. La classe ouvrière n'existe pas, la classe ouvrière est hyper atomisée, elle ne peut pas lutter. Voilà, comprendre pourquoi c'est une classe révolutionnaire et se poser tous les problèmes politiques qui peuvent être liés à tout ça. Donc voilà, la classe ouvrière classiquement, c'est les prolétaires, ceux qui n'ont pas la propriété des moyens de production, qui doivent vendre leur force de travail pour vivre. Si on devait délimiter plus précisément, on aurait envie d'exclure volontiers les gens, pas tant sur une question de salaire, mais certains de ceux qui peuvent appartenir au salariat, qui ne possèdent pas leurs moyens de production, mais qui ont un certain pouvoir hiérarchique, un pouvoir disciplinaire, qui embauche, qui licencie, qui donne des ordres. Et évidemment, la police, ce genre de corps qui remplissent le rôle qu'on connaît bien, qu'ils ont dans cette société, maintenir l'ordre social, etc. quoi. Donc d'abord, un petit peu sur aujourd'hui, un truc important, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais pas que. C'est pas possible de défendre que la classe ouvrière, évidemment, n'existe plus, à tout point de vue. Mais c'est vrai que mon expérience perso dans l'enseignement supérieur, c'est que on m'a répété pas mal de fois quand même que la classe ouvrière n'existait plus, comme si dans cette société, il n'y avait pas une grande partie de la population, une force sociale qui faisait tout tourner sans avoir son mot à dire sur qu'est-ce qu'on produit, combien, comment, sans jouir de sa production. Voilà, je pense que c'est vraiment important de battre en brèche cette idée. On va donner quelques trucs là-dessus. Déjà, si on se restreint à la classe ouvrière industrielle, cette frange, en fait, elle croît à l'échelle internationale toujours aujourd'hui. Elle est passée de 490 millions à plus de 750 millions aujourd'hui, entre 1991 et les années 2020, quoi. Donc une augmentation de 53%. C'est énorme. Et c'est aussi d'énormes poches de la classe ouvrière industrielle qui sont créées en Asie, par exemple en Chine, en Indonésie, au Bangladesh, aussi en Turquie. Un exemple de sa force et des perspectives que ça ouvre. En 2015, il y a eu une grève de 13 jours à Renault Bursa en Turquie. Si elle avait duré 2 jours de plus, elle aurait provoqué l'arrêt de toute l'usine de Flins en France. Voilà, cette internationalisation de la chaîne, de la classe ouvrière, des chaînes d'approvisionnement, de production, l'industrialisation de nouvelles régions, ça peut susciter un effet boomerang, paradoxalement, créer des nouvelles opportunités, même pour nous en France. Aussi, on a l'exemple d'Emma France, même si ça concerne des pays anciennement industrialisés, qui a mis à l'arrêt, par la grève de 280 salariés, 3 entreprises, dont une entreprise en Angleterre, mettant des milliers de salariés à l'arrêt par manque de pièces, de composants. À côté de ça, c'est la paysannerie en fait qui a baissé considérablement. Et sur la classe ouvrière industrielle, dans les pays les plus vieux industriellement, oui, il y a une diminution de 130 à 107 millions de 91 aux années 2010. Mais aujourd'hui, il y a une réindustrialisation aux États-Unis. Il y a ces fameuses gigafactories avec les semi-conducteurs. Voilà, il y a même dans les anciens pays industrialisés, il y a une persistance très forte d'une classe ouvrière industrielle et une réindustrialisation. Et cette classe ouvrière, d'ailleurs industrielle, elle a augmenté plus vite que le secteur tertiaire entre 2004 et les années 2010. À côté de ça, si on prend la classe ouvrière dans son ensemble, production, services, distribution, logistique, tous ceux qui font tourner cette société, elle est majo sur la planète. À l'échelle du monde, le salariat est devenu majo depuis 2013 et sur plus de 3,3 milliards d'actifs dans le monde, selon un économiste qui s'appelle Kim Moody, on va revenir sur lui un peu après, c'est plus de 2 milliards de personnes qui appartiennent à la classe ouvrière sur ces 3,3 milliards d'actifs. Voilà, la classe ouvrière fait tourner la société plus que jamais, les autres classes étant réduites à peau de chagrin dans leur rapport à la production. Voilà, notre classe est potentiellement très puissante. J'insiste sur ce potentiel. En fait, elle n'est pas obligée de réaliser sa puissance et que ça se transforme en réalité, en fait. Elle a une force énorme, potentiellement révolutionnaire. Une petite remarque sur des objections. On nous oppose souvent la classe ouvrière est atomisée, précarisée, trop pour pouvoir lutter.
Sur l'atomisation, le fait qu'elle soit disperse, c'est une réalité pour beaucoup de secteurs de la classe ouvrière, les livreurs, ces fameux auto-entrepreneurs, les bureaux de poste où il n'y a pas grand monde, dans certains bureaux, le travail social où c'est plein de petits services, parfois de 5-6 travailleurs, etc. À côté de ça, en plus, l'atomisation, c'est aussi une politique patronale d'organiser le travail de telle sorte à ce que les travailleurs se croisent le moins possible, peuvent le moins possible discuter, les cadences infernales dans la boîte, le travailleur fixé toute la journée à la chaîne sur son poste de travail, où il n'y a personne autour de lui à 10 mètres. À la poste, la mise en place de la sacoche, qui est faire une séparation entre ceux qui trient le courrier le matin et le postier qui vient juste récupérer sa sacoche de courrier, il se barre, il va le distribuer, il parle à personne. Voilà. Mais ce qui est très important sur ce truc-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas tirer un trait d'égalité entre le degré de concentration du prolétariat et sa capacité à lutter, à transformer la société. C'est la Commune de Paris, c'est un des exemples de ça. Il y en a plein d'autres en fait, mais par exemple la Commune de Paris, en 71, quand les ouvriers parisiens ont inventé la dictature du prolétariat, il n'y avait pas d'usine géante, la majorité du prolétariat était très peu différenciée de la paysannerie, très précaire, et puis toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est des militants révolutionnaires notamment qui sont parvenus à construire des organisations de masse dans des conditions bien plus difficiles, précarité, liberté démocratique, atomisation de la classe ouvrière. Voilà, le problème il est ailleurs en fait. Sur cette question de la précarité, d'ailleurs, il y a juste à regarder les luttes actuelles, regarder les gens qui se battent aujourd'hui, les grèves des sans-papes en France, celles aussi aux Pays-Bas au début des années 2010, énormes. Les secteurs de la distrib aux États-Unis, en France, la mobilisation de 22 mois dans l'hôtellerie à Louis-Batignolles, la grève des postiers des Hauts-de-Seine de 15 mois victorieuse, avec des payes à 0 € et des salaires tout le reste de l'année qui sont juste au-dessus du SMIC. Voilà, c'est pas les conditions objectives. On peut pas dire que c'est les conditions objectives qui font que le prolétariat prend pas conscience de sa force et le problème est ailleurs, quoi. Même si ces choses-là quand même évidemment influencent, mais c'est pas la sociologie de la classe ouvrière à un moment donné qui détermine tout, quoi. Pour aborder plus en détail quelques caractéristiques de la classe ouvrière, notamment sa composition, de ces secteurs dynamiques en croissance et tout, on va faire un petit détour par un peu d'économie marxiste, justement en se basant sur un article de Kim Moody. C'est un militant, un prof de fac, il me semble, qui est l'ancien directeur du Labour Notes, qui est à la fois un réseau militant syndical et la revue, qui était à l'initiative d'une échéance cette année où des potes du parti sont allés. En résumé, dans ce qu'il raconte, dans l'analyse du capitalisme de Marx, le mouvement, le temps, c'est très important, c'est au cœur de la dynamique du système capitaliste. Et là, ce qu'on va voir un peu en détail, en résumé, on pourrait dire, au XXIe siècle, le capital, ceux qui possèdent les moyens de production, les capitalistes, quoi, ils ont déployé de nouvelles formes de technologie et de planification logistique. On va voir des exemples pour augmenter leurs profits et réduire la phase de circulation du temps de rotation du capital. On va voir c'est quoi. En gros, pour comprendre le temps de rotation du capital, déjà il faut comprendre c'est quoi l'échange capitaliste. Si on devait résumer très grossièrement, c'est un capitaliste, il achète des marchandises, ces marchandises avec ses capitaux, ces marchandises passent à la moulinette dans la sphère de production notamment, et ensuite il revend ces marchandises, il en tire une plus-value. Ça c'est l'échange capitaliste de base, quoi. Et du coup la rotation, le temps de rotation du capital, justement c'est cet intervalle de temps qui s'écoule entre le moment où le capitaliste il achète son truc, il met en jeu ses capitaux sous différentes formes, et le moment où ces capitaux lui reviennent avec en plus la plus-value, quoi. Donc c'est tout ce moment-là. Et on va voir, donc ce moment-là il est divisé entre la sphère, entre la phase de circulation, la phase de production. Et donc voilà, en fait les capitalistes pour faire plus de profit, il peut moins payer ses travailleurs, licencier, répartir le taf entre ceux qui restent, augmenter les cadences. Marx dit que les principaux facteurs du taux de profit, c'est le taux de plus-value, la composition du capital, nombre de machines, de personnes, etc. Mais aussi il dit que c'est le temps de rotation. C'est ça qui va nous intéresser ici en fait. Il y a la sphère de production, les travailleurs dans l'usine fabriquent des voitures, des meubles, etc. Mais il y a toute la phase de circulation autour de cette phase de production
l'acheminement des matières premières, la transmission d'informations, la livraison des marchandises. Si on enlève tout ça, notamment la phase où on livre la marchandise, la plus-value, elle reste potentielle. Elle se concrétise jamais, quoi. Le capitaliste récupère pas cette plus-value. Et donc voilà, je reviens juste sur la phrase. Au XXIe siècle, le capital, ceux qui possèdent les moyens de production, les capitalistes, ont déployé de nouvelles formes de technologies de planification logistique pour augmenter les profits et réduire cette phase de circulation, acheminement, du temps de rotation du capital. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, dans son entrepôt, le capitaliste, il stocke des trucs pendant des semaines. La nuit, il doit payer un type avec un chien pour les surveiller. Voilà, tout ça, c'est de l'argent perdu, en fait. Il fait pas de thunes en faisant ça, c'est juste des coûts, quoi. La logique du capitalisme du XXIe siècle, ça l'est depuis le début. Mais l'un des leviers importants du XXIe siècle sur la réalisation de profit, ça a été de réduire au max ces coûts liés à cette phase de circulation pour augmenter à la fin la plus-value. Qu'est-ce qui permet par exemple de réduire cette phase de circulation ces dernières décennies ? Le numérique. Le numérique, c'est un gain de ouf pour les capitalistes, ils gagnent un temps de fou. L'introduction de la fibre optique, les centres de données, la transformation des entrepôts en des sites de mouvement. Les trucs en flux tendu, quoi. L'entrepôt, il est rationalisé. Enfin, rationalisé, c'est un très joli terme qui cache une exploitation bien dégueulasse. On va y revenir un peu après. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire ? En fait, c'est la thèse de Moody, c'est de dire que dans cette période où les capitalistes se font la guerre, où il y a une concurrence internationale qui s'intensifie, des pressions accrues sur la rentabilité, le temps, la compression du temps, c'est primordial. Et aussi, ça nous intéresse en tant que militants pour intervenir. Moody, il nous dit qu'en fait, cette augmentation de la vitesse dans le processus, et comme elle est centrale, le système il devient à son tour beaucoup plus vulnérable à des perturbations que pourraient causer les travailleurs sur cette phase de circulation. Tout ça, en fait, c'est des trucs que Marx et Engels ils identifient déjà très bien. Engels dit que la production, la réduction du temps de production et du temps de circulation, donc c'est les deux phases qu'on a dit dans l'échange capitaliste, augmente la plus-value, voilà. Il poursuit en disant que le principal moyen, c'est réduire le temps de production, augmenter la productivité de travail, mais aussi c'est de réduire le temps de circulation. Et lui, il en parle à son époque où il y a une vraie révolution aussi, c'est les communications, les chemins de fer, les navires à vapeur, les câbles télégraphiques. Voilà, ça a permis un boom énorme, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable actualisation au XXIe siècle sur ce temps de circulation-là. Je prends juste des exemples que je détaille un petit peu, 2 exemples. La logistique au XXe, du coup, elle est marquée par l'essor de la numérisation, de la quantification, de la surveillance du travail lui-même. Je prends un exemple précis, Amazon, épinglé l'année dernière par la CNIL en France. Chaque salarié de l'entrepôt, en France, là, avait un scanner. Ce scanner, il informait le manager quand il y avait un article qui était scanné trop rapidement, en moins d'1,25 secondes. Ça signalait aussi au manager si le type scannait rien pendant 10 minutes. En pratique, les salariés disaient qu'au bout de 3-4 minutes, ils avaient le manager sur le dos, quoi. Ça dit aussi, le scanner, il mesurait le temps entre le moment où l'employé il badge à l'entrée du site et le moment où il commence à scanner ses premiers colis. Voilà. On pense aussi à la Poste où aujourd'hui les tournées elles sont déterminées par un algorithme rationnel qui calculerait de manière très scientifique les tournées des facteurs. En fait, ce truc-là, voilà, les facteurs, on en parle très bien, ça prend pas du tout en compte le dénivelé, ça prend pas du tout en compte le paquet, la charge sur le dos, voilà. Mais voilà pour cet exemple sur la logistique. Sur la fibre aussi, ça c'est un autre exemple important. Donc je cite Moody un peu. L'explosion d'Internet, l'application de la fibre optique, ça a été un élément clé qui a rendu possible de nouveaux niveaux de mouvement dans le temps, dans l'espace pour le capital. Depuis 2008, le nombre d'appareils connectés a dépassé la population humaine. Et c'est le secteur des transports qu'en profite le plus, qu'en bénéficie le plus. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire de fibre, qui nous fait retomber sur nos préoccupations de la classe ouvrière, révolutionnaire, etc., c'est qu'en fait, ça se réduit, une partie importante de ce réseau de câbles, il se réduit à des câbles sous-marins par lesquels passe 95% du trafic Internet. Et ce réseau, en fait, il suppose des travailleurs pour le poser, l'entretenir. Il est susceptible d'être perturbé par ces travailleurs qui le font fonctionner. Si on prend juste le réseau américain, il tourne sur une quarantaine de câbles et c'est 240 000 personnes qui travaillent dessus
au travers de quelques entreprises très grosses. Voilà, on voit que y a un truc stratégique, quoi. Il y a un secteur de la classe ouvrière qui s'est formé là autour de ce truc-là qui est stratégique, quoi. On pourrait donner d'autres exemples de secteurs croissants de la classe ouvrière clés dans la réalisation de la plus-value autour de cette phase de circulation. Ce qui est important dans ce truc-là, dans tous ces processus que décrit Moody, il y en a plein d'autres, c'est que tout ça tourne avec des travailleurs. Sans les travailleurs, rien ne tourne. C'est essentiel à chaque moment. Mais tout ça, en fait, qu'est-ce qui est important? Tout ça n'est pas automatique. C'est pas parce que les travailleurs sont objectivement un pouvoir bloquant que ça y est, ils vont se mettre en mouvement. Non, d'ailleurs, il faut aussi déterminer précisément quels sont les points un petit peu d'étranglement qui feraient vraiment mal au capitalisme en cas de grève. Et en fait, évidemment, le patronat, il est conscient de tous ces petits soucis, il s'organise. D'ailleurs, la discussion, on pourra revenir sur cette remontée des luttes aux États-Unis, notamment dans des secteurs comme ça. D'un certain point de vue, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la classe ouvrière, elle n'a jamais été aussi puissante dans sa capacité déjà à faire tourner la société, à perturber l'économie, dans le fait qu'elle peut potentiellement prendre conscience par la lutte et surtout par la grève de son rôle central, de sa capacité indépendante d'organisation et in fine à prendre le pouvoir pour réorganiser intégralement la société. Un truc qu'on voudrait aussi souligner brièvement, la centralité de la classe ouvrière. Oui, la classe ouvrière existe, elle fait tourner la société, mais pourquoi c'est cette classe, pas une autre, qui est potentiellement révolutionnaire aujourd'hui? C'est ça aussi la question du topo. Notamment pour des choses qu'on a déjà dites, son nombre, sa place dans la production. Le fait qu'elle fait tout tourner, ça part écrasante dans les secteurs de production, ses connaissances, mais aussi un truc qui la différencie de toutes les autres classes, de tous les autres groupes sociaux, qui est très important, c'est sa capacité à s'organiser, à regrouper les exploités, les opprimés, tous ceux qui font tourner cette société. C'est ça qui est décisif, qui la différencie définitivement de tous les autres groupes sociaux, la paysannerie, la petite bourgeoisie, les petits commerçants, évidemment les intellectuels, on l'a dit hier, les profs de fac même pas capables de s'opposer au rectorat, même pour les groupes syndicaux les plus gauchistes sur le papier d'entre eux, pour quelques dizaines de cent facs, c'est pas possible, voilà, c'est pas très sérieux tout ça. Ces autres groupes sociaux qui ont ni la volonté ni la capacité de se regrouper, de défendre les intérêts de la majorité, peuvent que défendre leurs propres intérêts. De tout ça découle la capacité de la classe ouvrière à pouvoir potentiellement régler les problèmes de l'humanité, quoi. C'est d'autant plus vrai, je ne vais pas développer, mais ce serait très intéressant de le faire, que la classe ouvrière aujourd'hui, elle n'a jamais été autant diverse, en nationalité, genre, origine, etc. Aux États-Unis, 16% des ouvriers et employés non qualifiés étaient noirs et latinos en 80, contre plus de 40% aujourd'hui. Aussi, évidemment, la féminisation de la classe ouvrière. Et on pourrait donner d'autres trucs intéressants là-dessus. Tout ça, évidemment, c'est pas automatique comme on l'a dit. Les autres groupes sociaux ne peuvent pas se battre pour eux, même pour tout le monde à la fin des fins. Mais un truc qui est intéressant juste à noter, c'est que pris individuellement, tu peux toujours faire autre chose. Engels, par exemple, c'était un bourgeois, mais il avait décidé de se mettre au service de la classe ouvrière individuellement. Mais en tant que groupe, c'est pas possible. Ou alors, si c'est possible, c'est dans la mesure où ce groupe se subordonne à la classe ouvrière organisée, se met sous sa direction. Par exemple, pendant la Révolution russe, les techniciens, ces officiers tsaristes qui servaient dans l'armée rouge. Par ailleurs, il peut aussi y avoir des grèves ouvrières qui se font contre d'autres secteurs de la classe ouvrière, des grèves corporatistes. Mais évidemment, dans l'autre sens, les petits commerçants à leur compte, les agriculteurs tout seuls, ils pourront jamais rien faire d'autre que se battre pour leur groupe, quoi. On devrait développer là-dessus sur la spécificité de la classe ouvrière aussi, qui a une capacité à s'unir, notamment dans les bagarres face au patronat, parce qu'elle est obligée de le faire pour gagner, et tout ce que ça implique sur notamment la lutte contre les oppressions, etc. La discussion sera l'occasion de revenir là-dessus. Pour conclure sur la centralité de la classe ouvrière, elle peut se battre pour les intérêts de tout le monde, de tous les opprimés, de tous les exploités, de la majorité de la population, et en fait, d'une certaine manière pour toute l'humanité. Mais voilà, c'est pas du tout automatique. Il y a ce facteur subjectif, cette intervention consciente de militants, notamment de nous, pour aller dans le sens de l'unité de notre classe en toute indépendance dans nos luttes. On va en reparler un petit peu après. Voilà, donc c'est parce que la classe ouvrière est potentiellement révolutionnaire
qu'elle est centrale dans la société, qu'elle fait tout tourner. Que en fait, si tu t'y adresses pas, si t'es pas lié à elle, bah t'es pas dans le game en fait, t'es hors du game, tu t'influences pas sérieusement les possibilités de rompre avec la barbarie de cette société pour aller vers une société débarrassée de l'exploitation des oppressions. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant. L'implantation, ça fait pas du tout. Si t'es dans la classe ouvrière, t'as une mauvaise politique, que tu sais pas de t'adresser aux autres, que tu t'es isolé dans ta boîte, t'es minorisé de ouf par le patron, par tes collègues, bon voilà, tu sers à rien en fait. Avoir une bonne politique, c'est primordial. C'est pas la seule chose, on va voir, il y en a d'autres, mais c'est primordial pour nous les militants révolutionnaires. Et c'est important d'avoir une politique à la hauteur de ce qu'on représente, de ce qu'on est. Et en fait, d'ailleurs, sur l'importance du secteur, sur le caractère stratégique d'un secteur, on en a discuté au-dessus là, avec Moody. En fait, il faut plus le voir comme un multiplicateur. Ce qui est essentiel, c'est la politique qu'on fait. Et en fait, si le secteur est stratégique ou pas, ça, c'est vraiment un multiplicateur, quoi. Mais évidemment, après, il y a des secteurs, c'est très important d'être partout, parce que, imaginons dans une situation révolutionnaire, on n'est pas dans le secteur des transmissions, des communications, bah voilà, on est un peu dans la merde, quoi. Mais j'ai lu juste avec un exemple, et je finis là-dessus, un peu ancien, et dans la discussion, on pourra revenir sur des exemples plus récents, sur cette idée-là, avoir une bonne politique, même si t'es pas dans le secteur stratégique de l'humanité, quoi. Les vagues de grève en 47 en France. L'année 47 est marquée par des pénuries alimentaires importantes, toujours la carte de rationnement, le niveau de la classe ouvrière est même dégradé par rapport à juste après la fin de la guerre. Dans ce contexte explosif socialement, explosif parce que y a des secteurs importants de la classe ouvrière qui étaient prêts à se jeter dans la lutte, qui vont se bagarrer là dans l'année 47. Le PCF, très largement implanté dans la classe ouvrière, il participe au gouvernement avec des ministres de droite. Il défend la bataille de la production avec comme mot d'ordre produire d'abord, revendiquer ensuite. Alors que le gouvernement, il est en train de mener une politique de blocage des salaires. Voilà. À Renault-Billancourt, il y a une grève qui éclate à l'initiative de quelques militants trotskistes dans l'usine, qui vont donner d'ailleurs après le groupe Voix ouvrière puis Lutte ouvrière. La CGT, le PC, ils n'arrivent pas à empêcher cette grève, pourtant ils y mettent de l'énergie. Les premiers jours de mobilisation, ils font des meetings dans la boîte pour dire qu'il faut aller taffer. Et donc voilà, la grève se répand. Tout Renault est en grève en quelques jours. Il y a un comité indépendant poussé par notamment ces militants trotskistes, un comité indépendant élu, qu'avait appelé d'ailleurs au premier jour de grève, indépendant de la CGT. Après Renault, d'autres usines de métallurgie vont se mettre dans la bagarre, une vague de grève dans plusieurs villes de province. Le PCF contraint de soutenir publiquement les grévistes et les ministres PCF vont être révoqués contre leur volonté. Ils vont argumenter, non, mais si on défend hyper bien l'intérêt de la France et tout, mais voilà, ils vont être obligés de partir. Et les mobilisations vont se poursuivre jusqu'à atteindre 3 millions de grévistes fin novembre. Ce petit exemple où une poignée de militants trotskistes joue un rôle important à la hauteur de ce qu'ils sont dans un contexte ultra hostile, d'une CGT, d'un PC stalinisé très puissant, où ils dépensent beaucoup d'énergie pour empêcher ces mobilisations. Voilà, face à ça, les trotskistes, ils ont quand même réussi à avoir une politique. Ce qui est intéressant, c'est sur la fin de la grève. La CGT, en fait, elle va réussir à obtenir la fin de la grève, le retour au taf pour une grande partie de l'usine, avec une victoire revendicative partielle de 3 euros de plus contre les 10 qui étaient demandés par heure, francs. Et en fait, de manière minoritaire, ces trotskistes avec le comité élu, ils vont pousser au fait que la grève se maintienne de manière minoritaire, notamment dans 2 départements. Et en continuant la grève minot, ils vont gagner en fait contre la CGT qui les combat violemment à ce moment-là. Et ils vont gagner le remboursement pour tous les travailleurs de l'usine de tous les jours de grève. On pourrait développer d'autres exemples, notamment sur d'autres secteurs. Je vais pas le faire parce que là j'ai été trop long. À la Poste et aussi des secteurs de la classe ouvrière, des bagarres dans la classe ouvrière avec des politiques très douteuses, très mauvaises, comme ce que fait Force ouvrière à Marseille dans les travailleurs de la propreté, les éboueurs, et aussi sur les jeunes pendant le CPE, mais on y reviendra peut-être après. Je passe la parole à Elliot là-dessus. En fait,
Tout ça, ça illustre le caractère important d'avoir une politique juste, d'extension, on y reviendra un peu après là-dessus, aussi de la capacité d'entraînement d'un secteur, parce que c'est aussi ça qui est décisif. Est-ce qu'un secteur qui se met en mouvement, il peut mobiliser le reste de la classe ouvrière, donner confiance au reste de la classe? Aussi, un autre truc important là-dessus, on a parlé de politique juste, de mauvaise politique. Tout ça, ça dépend aussi de par qui elle est portée. Une politique, pour caricaturer, moyenne, menée à Stellantis-Poissy, reprise par tous les travailleurs qui s'auto-organisent, elle a considérablement plus de force dans la lutte des classes, dans l'affrontement avec la bourgeoisie, qu'une politique hyper juste, mais à l'échelle d'une AG, d'un collège ou d'un lycée, évidemment. Et donc voilà, la classe ouvrière, elle est potentiellement révolutionnaire. Ces exemples qu'on pourrait multiplier montrent qu'une intervention consciente de groupes politiques syndicaux ont un caractère décisif sur le déroulé des événements. Et c'est un peu ça qu'Eliot va approfondir, notamment en lien avec la question fondamentale du Parti révolutionnaire. Ouais. Oui, du coup, je vais essayer de parler un peu de la classe ouvrière en fait, dans ses luttes. Après, maintenant qu'on a un peu une idée un peu plus précise de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, on a vu que le capitalisme continue de... Faut que je parle plus fort ? Ok. Donc on a vu que le capitalisme il continue de former une classe ouvrière concentrée dans les centres urbains, malgré son apparente division. Et si la classe ouvrière elle est potentiellement centrale pour la révolution, en fait elle est déjà souvent révoltée. L'exploitation des travailleurs du monde entier produit de la colère. Les travailleurs mènent des luttes économiques qui se font souvent dans le cadre des syndicats. On peut penser à la grève des travailleurs de l'automobile aux États-Unis en septembre de l'année dernière, face aux attaques patronales et alors que la colère des travailleurs monte. Le syndicat de l'automobile aux États-Unis, l'UAW, déclenche une grève touchant les 3 plus gros constructeurs auto, à savoir Ford, General Motors et Stellantis. Cette grève survient dans un contexte général de forte inflation et de menaces de fermeture de nombreux sites, et tandis que les trusts de l'automobile engrangent 21 milliards de profits en seulement 6 mois. L'UAW n'avait plus l'image d'un syndicat combatif depuis longtemps, mais il s'est donné une nouvelle couleur avec l'arrivée de son nouveau président, Shawn Fain. Donc le syndicat revendiquait entre autres des augmentations de salaire de 36% sur 4 ans et une réduction du temps de travail à 32 heures. Cette grève elle a été dirigée entièrement par l'UAW qui a décidé de monter en pression au fur et à mesure que les négociations avançaient ou non avec le patronat. Et la grève s'est soldée 6 semaines plus tard avec des augmentations de salaire et la réouverture d'une usine fermée quelques mois plus tôt. Voilà, donc il y a donc toujours de la combativité dans la classe ouvrière qui s'exprime effectivement aussi par la syndicalisation, qui est certes en baisse mais quand même qui est toujours importante. Voilà, pour avoir un peu une petite idée, l'UAW elle regroupe 155 000 travailleurs de l'automobile aux États-Unis. Et pour voir un peu ce que c'est les syndicats en France, pour les plus gros en tout cas, il y a à peu près 605 000 travailleurs qui sont syndiqués à la CGT, 610 000 à la CFDT, 380 000 à la CGTFO et 200 000 à l'UNSA. Mais le cas de la grève des travailleurs de l'automobile, il montre aussi les limites des stratégies syndicales actuelles. L'UAW et sa direction a agi comme maître d'œuvre et comme seul cadre d'organisation. Elle n'a notamment jamais appelé à une grève simultanée des travailleurs dans les 3 grands groupes automobiles, en même temps quoi. Si les syndicats peuvent être des organisations qui défendent les intérêts économiques immédiats de la classe ouvrière, ils sont insuffisants à représenter ses intérêts supérieurs, c'est-à-dire la prise du pouvoir et l'abolition en fait de la propriété privée. En effet, dans la mesure où ils sont des unions des ouvriers pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, qu'ils luttent ou pas, qu'ils s'imposent ou pas, ils acceptent de facto le patronat comme donneur d'ordre final. Ils ne peuvent donc obtenir des avancées que dans le cadre de la société capitaliste. Pire encore, de plus en plus, dans les économies impérialistes avancées, ils se détachent des travailleurs et fonctionnent en quelque sorte comme un tampon entre travailleurs et patrons. Ainsi, pour pouvoir continuer à s'adapter à la propriété privée, selon l'expression de Trotsky, ils sont obligés de tenter de coopérer avec l'État, qui est l'outil d'oppression au service des capitalistes. Par exemple, dans cette grève de l'UAW, Biden avait ouvertement apporté son soutien à Shawn Fain. Il était même allé jusqu'à se rendre sur un piquet de grève, casquette du syndicat sur la tête. Et Shawn Fain a renvoyé l'ascenseur il y a quelques mois en appelant à voter Kamala Harris. Ça montre bien d'ailleurs que la prétendue combativité des directions syndicales elle change pas grand-chose à leur lien et à leur collaboration avec l'État et le patronat. Un autre exemple parlant, c'est un tract de la CGT écrit il y a quelques semaines pour une conférence débat à l'usine de MA France en grève contre sa fermeture. Voilà, pour expliquer rapidement, MA France c'est un sous-traitant de Stellantis, un groupe automobile issu de la fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler. En fait, MA France produit des pièces pour Renault, mais en fait surtout pour Stellantis, à qui elle réserve 80% de sa production. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, est donc, en sa qualité de premier client de la boîte, le seul donneur d'ordre. Il décide de tout, des prix, de la production, il fournit les matières premières, etc. Il peut donc également décider de la fermeture du site.
Les 280 salariés de MA France sont actuellement en grève depuis 6 mois pour protester contre cette fermeture, qui présage en réalité de la fermeture prochaine du site de PSA Poissy. On voit d'ailleurs bien les stratégies, c'est un bon exemple pour montrer un peu les stratégies de division utilisées par le patronat. En multipliant les sous-traitants, la bourgeoisie donne l'impression aux travailleurs qu'ils ne sont pas de la même boîte, rendant plus difficile leur cohésion. Ils peuvent également fermer d'abord les boîtes de sous-traitance avant de fermer certains gros sites constructeurs, comme par exemple PSA Poissy, pour éviter d'avoir à licencier tout le monde d'un coup et de risquer une grève plus difficile à étouffer. Si certains intérims ou salariés d'entreprises de sous-traitance peuvent avoir l'impression d'être isolés, ce sont bien par les quelques mêmes grandes familles qui sont exploitées, et ces grands capitalistes ne se gênent pas pour les déloger à la même enseigne. Sur ce tract de la CGT, donc, on peut lire « Pour la CGT, il est possible de maintenir et de développer une filière automobile qui réponde aux enjeux sociaux et environnementaux en proposant des véhicules abordables pour tous. La France a les moyens de concevoir des voitures électriques légères sur son territoire, à prix abordable pour les déplacements quotidiens. » Voilà, on voit bien la perspective que donne la CGT dans cette grève. Elle propose une politique une politique économique alternative au patronat, elle s'adresse à son État, elle ne donne aucune perspective révolutionnaire. Pendant le mouvement contre la réforme des retraites, il y a 2 ans, l'intersyndicale, là aussi, se chargeait de contenir la colère des travailleurs en appelant qu'à des dates de grève isolées, calées sur le calendrier parlementaire, tout en tentant d'obtenir des entretiens avec le gouvernement. Si cette intersyndicale a pu parfois se rougir, pour tenter d'apparaître plus combative, comme poussant la lutte en avant, en fait, ça s'est toujours fait sous la pression de sa base. Lorsqu'elle appelle à la grève générale pendant une journée, c'est parce que la colère et l'envie de se mobiliser est telle qu'elle peut faire autrement que d'y répondre pour garder le contrôle et pour éviter que la colère déborde et ne cherche d'autres voies pour s'organiser. C'est ce qui explique l'alternance entre les appels à se tenir prêt, c'est-à-dire au calme, et ceux au blocage complet du pays. En plus de canaliser la colère des travailleurs lorsque ces derniers luttent, les syndicats se font parfois des relais directs de la politique de la bourgeoisie. En témoignent les rencontres régulières entre le patronat, les gouvernements et les directions syndicales au nom du dialogue social. Les syndicats peuvent tout à fait servir au patronat pour faire passer sans trop de remous de nouvelles réformes anti-ouvrières ou signer des conventions collectives qui représentent des reculs, comme récemment dans la métallurgie, la CFDT-FO et la CFE-CGC. Voilà, donc on voit bien la tendance générale du capitalisme à la mondialisation, l'internationalisation des chaînes de production, les travailleurs divisés juridiquement mais concentrés. Cette tendance, elle est exacerbée, elle est poussée à l'extrême dans le stade qu'a atteint la société capitaliste, le stade impérialiste. L'impérialisme, il se caractérise par la domination de l'économie par les monopoles et les capitaux financiers et le partage du monde entre les grands pays capitalistes qui exportent leurs capitaux lorsque leurs marchés intérieurs sont saturés. Cette exportation des capitaux rapporte un surprofit gigantesque, c'est-à-dire un profit supplémentaire à celui issu de l'exploitation des travailleurs locaux. Et ce surprofit, il peut donc servir à la bourgeoisie pour corrompre les couches supérieures de la classe ouvrière. C'est ça qu'on appelle l'aristocratie ouvrière. Ces ouvriers, embourgeoisés par leur mode de vie, par leur salaire et donc par leur conception de la société, sont de véritables agents de la bourgeoisie, comme le dit Lénine, alors que la guerre mondiale bat son plein et que les organisations socialistes ont trahi au sein de la classe ouvrière. L'aristocratie ouvrière n'est d'ailleurs pas constituée que de travailleurs bien payés. Il constitue en partie la bureaucratie syndicale et on voit d'ailleurs bien comment sa position sociale se confond avec sa politique. Par exemple, en Allemagne, où le taux de syndicalisation est réputé haut, ce sont principalement des cadres de la fonction publique et du privé qui se syndiquent. Même dans les entreprises comme par exemple Volkswagen, où près de 90% des salariés adhèrent au syndicat de la métallurgie IG Metall. Cette aristocratie ouvrière étant privilégiée par rapport au reste de la masse des travailleurs, elle n'en reste pas moins exploitée par la bourgeoisie. Et elle ne peut donc échapper totalement à l'injustice de la société capitaliste, comme le montrent justement les vagues de licenciements dans le secteur de l'automobile dans toute l'Europe. Ainsi, en Allemagne, Volkswagen menace près de 30 000 postes depuis début septembre, après la rupture d'un accord de paix sociale entre le patron et le syndicat datant de 1994 et qui était supposé garantir l'emploi. Bon, là, j'ai parlé un peu que des pays impérialistes. En fait, il faudrait aussi parler de la situation dans les pays arriérés ou dans des impérialismes non démocratiques, comme par exemple la Chine. Et voilà, dans certains cas, comme en Algérie, il y a un syndicat unique et étatique, qui en l'occurrence est l'UEGTA, où l'intégration est totale, quoi. Mais à l'inverse, la création de syndicats libres devient en fait un acte directement politique puisque c'est interdit. Il faudrait un topo et tout pour développer ça, quoi. Néanmoins, si les syndicats ont toujours un point important, ils ont énormément faibli depuis la chute de l'URSS et le recul des idées socialistes, ou tout du moins de leur caricature qu'était le stalinisme. On entend donc souvent que les travailleurs ne sont plus conscients. Certes, les 600 000 syndiqués de la CGT font peine à voir face aux 1,5 million qu'elle organisait il y a une soixantaine d'années. Et il faut ajouter les organisations politiques de gauche dont on a tous vu la faiblesse cet été aux élections.
Mais on peut s'interroger sur ce qu'apportaient à la classe ouvrière ces organisations. La politique de la gauche et ses multiples trahisons ont elles aussi éloigné les travailleurs des partis politiques, comme la politique de négociation et d'adaptation syndicale éloigne des syndicats. Le Parti socialiste, arrivé plusieurs fois au pouvoir, et souvent grâce à l'espoir des masses, dégoûte bon nombre de travailleurs de la gauche. De Mitterrand, mandat durant lequel des secteurs entiers de l'industrie sont fermés, comme par exemple celui de la sidérurgie, entraînant un accroissement du chômage ainsi que des profits gigantesques au patronat. Jusqu'à Hollande et sa loi travail, la gauche n'a fait que ce qu'elle pouvait faire à la tête de l'État bourgeois, c'est-à-dire mener la politique des patrons, accompagnant donc chaque mandat d'une perte de confiance dans la politique chez les travailleurs et d'une montée des scores de l'extrême droite. Le PC a également sa part de responsabilité dans cette défiance des travailleurs vis-à-vis des syndicats. En effet, ces trahisons et son rôle de temporisation de la colère des travailleurs ne datent pas d'hier. On peut penser à Maurice Thorez en 1936 lorsqu'il prétend qu'il faut savoir arrêter une grève pour tenter de calmer la colère des travailleurs qu'organisent en masse le PC et la CGT. Sa politique au service de la bourgeoisie est aussi particulièrement visible à la sortie de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il encourage de toutes ses forces l'effort national pour la reconstruction de la France, au moment où la bourgeoisie française est fragilisée. Thorez déclare alors que la bataille de la production est l'aspect déterminant de la lutte de la nation contre les trusts ennemis de la nation et saboteurs de la renaissance nationale. Cette politique nationaliste est bien utile à la bourgeoisie, qui ne rend pourtant pas au PC ses services rendus et ses courbettes. Ce dernier, en effet, reste cantonné à la gestion de mairie, ce qui ne l'empêche pas, alors que Robert Hue est secrétaire général du parti dans les années 80, d'expulser de nombreux foyers de migrants. Son poids dans la classe ouvrière s'érode donc au fil des années et des politiques bourgeoises et nationalistes. Pire encore, le PC et les autres organisations de gauche reprennent à grands frais les termes de la droite, voire parfois de l'extrême droite. De Georges Marchais qui se prononçait contre l'immigration illégale, jusqu'à Fabien Roussel qui parle aujourd'hui de frontières, passoires et d'identité française, ces sorties xénophobes ont pour effet de faire progresser les idées réactionnaires chez les travailleurs qui finissent par voter pour l'original plutôt que la copie. La colère que suscite l'exploitation n'ayant pas disparu, bien au contraire, elle s'exprime donc parfois en dehors de ces organisations historiques du mouvement ouvrier, en dehors des syndicats et sans rien attendre de la gauche. C'est en effet une caractéristique du mouvement ouvrier récent. On peut penser au printemps arabe en 2010 ou bien aux grèves d'il y a quelques mois dans les usines du textile au Bangladesh. Et le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est aussi un bon exemple. Il démarre sur la base d'une colère contre les taxes et contre les prix de l'essence, donc pouvant rassembler à la fois des patrons et des travailleurs, mais sa composition étant effectivement relativement disparate, il n'en reste pas moins qu'il était composé d'une grande majorité de la classe ouvrière au sens large. C'est d'ailleurs pour cette raison que très vite sont apparues des revendications de classe, comme les augmentations de salaire, de meilleurs logements, etc. Même si les mots d'ordre les plus populaires restaient les anti-Macron, ce dernier incarnant les politiques patronales que subissent les classes populaires. Pour donner quelques chiffres, les enquêtes universitaires réalisées montraient une proportion de femmes de 45 à 56%, avec une moyenne d'âge aux alentours de 45 ans. Donc un mouvement assez paritaire malgré l'image qui est parfois véhiculée. Dans les études menées, les employés constituaient de loin le groupe le plus important parmi les actifs, de 45 à 46%, suivi par les ouvriers représentant respectivement 17 et 19%, puis les professions intermédiaires comptant pour 10 et 13%. Une troisième étude montrait des résultats un petit peu différents, une proportion similaire d'ouvriers, 19%, mais moins d'employés, 28%, et davantage de professions intermédiaires, 29%, probablement dû au flou des catégories statistiques, quoi. Les chômeurs étaient assez nombreux, avoisinant les 17%, et les retraités, sous-représentés dans certaines études, constituaient eux aussi néanmoins un quart environ des gilets jaunes. Bien que les artisans, commerçants et petits patrons étaient surreprésentés par rapport à leur poids dans la société, ils demeuraient en réalité, et malgré ce qu'on entend parfois, une petite minorité, représentant entre 10 et 14% des participants. Les cadres, quant à eux, étaient sous-représentés, ne représentant que 5 à 10% des actifs contre 18% dans l'ensemble de la population française. Au début du mouvement, le gouvernement, quelque peu effrayé par cette mobilisation à la forme inhabituelle, il tente de pousser à l'apparition de porte-parole, des gens avec qui il serait possible de discuter, de négocier, pour tenter de contenir la colère. Mais les quelques porte-paroles qui ont alors tenté de s'ériger en direction, s'ils représentaient certes quelque chose, n'ont obtenu de soutien du mouvement que dans la mesure où ils ne se présentaient pas en direction. Cela pouvait avoir ses avantages face au pouvoir, mais il a effectivement manqué une direction politique au mouvement. Pas une direction capable de parler avec le gouvernement, non. Une direction démocratique, qui pousse les revendications des travailleurs, qui leur permettent véritablement de s'organiser, de discuter et de décider collectivement de leur lutte. En effet, si la nature ouvrière des Gilets jaunes, on l'a montré, ne fait pas de doute, ce n'est pas pour autant que les travailleurs qui se mobilisaient en tant que classe exploitée ce n'est pas pour autant, que les travailleurs se mobilisaient en tant que classe exploitée et révolutionnaire consciente d'elle-même.
Nous, les révolutionnaires, voyons bien ce qui existe en germe dans les luttes de la classe ouvrière. Elles contiennent la perspective de la prise du pouvoir sans pour autant la réaliser. Toute révolte n'est évidemment pas une révolution. Ainsi, pour que puissent exister dans un mouvement donné les cadres nécessaires à l'auto-organisation des travailleurs, donc des assemblées, par exemple des comités de grève, on ne doit pas se contenter d'attendre qu'ils apparaissent spontanément. Il faut des militants capables de les proposer, de s'adapter aux situations en ayant le but global en vue, des militants révolutionnaires. Pour que le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière se réalise, pour que chacune de ces luttes puisse être poussée au maximum de leurs possibilités, il faut que les travailleurs se dotent d'une organisation qui synthétise son expérience historique de lutte et les favorise en retour, un parti international des travailleurs. C'est ce qui permet véritablement le passage du potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière à sa traduction dans les actes, à son action en tant que classe sociale porteuse d'une nouvelle société et pas seulement en tant que catégorie économique subordonnée au capitalisme. Seul un parti international des travailleurs peut mener la classe ouvrière au pouvoir et permettre ainsi l'avènement de la société communiste. Et c'est ce parti que nous essayons de construire dès à présent.